Récemment, j'ai décidé de prendre des cours d'art oratoire. Tout le monde me disait, mais Nguer, tu n'as pas besoin d'art oratoire, tu sais bien parler, etc. Ce que vous ne savez pas, c'est que moi, jusqu'à mon adolescence, j'étais complètement bègue. C'est vrai, je vous mens pas, sincèrement, j'ai dû apprendre à parler avec des orthophonistes, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, je parle relativement bien, mais j'avais aucune technique. Donc j'ai décidé de m'inscrire à ces cours-là pour acquérir de la technique et comprendre quand je suis bloquée, comment je fais pour me débloquer. Et ce cours a été incroyable et je le suis encore, d'ailleurs, c'est toute l'année 2023. Et j'ai décidé d'inviter le fondateur de cette école, Stéphane André, pour qu'il vienne nous donner une masterclass et nous démystifier l'art oratoire et la prise de parole en public, dont on parle souvent et qui fait peur beaucoup de gens. Dans cet épisode, vous allez voir, c'est vraiment une masterclass. Il donne tout ce qu'il faut savoir pour maîtriser la prise de parole et surtout être bon et ne plus stresser lors de vos prises de parole. Alors, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que Stéphane André est aussi un ancien bègue, enfin, il est aussi bègue, et donc ça a été très riche de confronter nos points de vue sur ce sujet. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Stéphane André. Bonjour Stéphane. Bonjour Nguer. Je suis super contente de vous recevoir ici. C'est un honneur pour moi, sincèrement. Merci. Donc, avec joie. Donc moi, je suis une élève de votre école, l'école d'art oratoire. Avant ça, j'aimerais, parce qu'en fait, la semaine dernière, je discutais avec des amis et on débattait sur est-ce qu'on dit art oratoire, est-ce qu'on dit éloquence, est-ce qu'on dit prise de parole en public. Et j'aimerais savoir pourquoi vous, principalement, vous parlez d'art oratoire et pas de prise de parole en public. Alors je parle d'art oratoire d'abord parce que ça s'appuie, l'art oratoire, sur une tradition historique. Pour moi, qui suis d'origine européenne, c'est la Grèce antique et la Rome antique. Et l'art oratoire avait sa muse à l'époque, et c'est un art. C'est un art. La preuve, c'est qu'il y a une muse de l'art oratoire qui s'appelle Calliope. Oui. Donc c'est déjà une première raison, c'est une raison artistique. Ok. L'art oratoire, c'est beau. C'est ce qui m'oppose directement aux gens qui indiquent qu'Hitler, c'était un grand orateur. Hitler n'était pas un grand orateur. Hitler avait un charisme incontestable, mais il ne faisait évidemment pas d'art. Sa voix est horrible, sa gestuelle est affreuse, ça n'est évidemment pas un artiste. Donc l'art oratoire présuppose déjà que l'art oratoire soit beau. C'est la beauté, l'art. Et je pense même, j'irai peut-être plus loin, je pourrais vous démontrer un peu plus tard peut-être que, pour moi, c'est l'art qui sauvera le monde. Monsieur Poutine est l'inverse d'un artiste. Ok, intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui rend l'art oratoire beau? Comment on reconnaît cette beauté-là? Ce qui rend l'art oratoire beau, c'est que la nature est belle et que l'être humain en fait partie. Et lorsque l'être humain utilise son corps comme mère nature, je l'appelle comme ça, attend qu'il l'utilise, ce corps, eh bien tout d'un coup, il est beau. Mais ce n'est pas lui qui est beau, l'être humain. C'est la nature qui est belle à ce moment-là. C'est-à-dire que oui. j'ai une vision, si vous voulez, très reliée à l'écologie sociale, n'est-ce pas? Quand on est un bon orateur, on travaille pour la paix et la beauté. Parce qu'on se sert du corps tel que la nature a prévu qu'on s'en serve, et par conséquent, la nature étant belle, c'est pas la personne qui est belle à ce moment-là, c'est dans la personne qui parle correctement, la nature qui est belle en lui. Et quand vous dites justement le fait d'utiliser son corps, moi, dans ce podcast, je lis beaucoup, je relis beaucoup la culture qu'on a, notre bagage culturel et l'influence qu'il a sur nos actions. L'art oratoire, aujourd'hui en France, on a beaucoup peur, en fait, de la prise de parole en public, c'est quelque chose qui fait peur, on a le trac. Comment vous l'expliquez, vous, ça, en France? C'est l'éducation. Okay. Vous venez de parler de culture. Oui, c'est ça. Il y a une référence très intéressante dans la vie des êtres humains, et ça dans toutes les cultures, c'est autour de l'âge de 5 ans. Autour de l'âge de 5 ans, tous les enfants du monde sont en réalité des orateurs. Ils ont un regard sur leurs parents, même quand on les gronde, ils regardent encore leurs parents, avec confiance. Même quand papa ou maman le gronde, l'enfant regarde avec confiance et curiosité. Pourquoi maman est-elle en colère? Et sans peur. À ce moment-là, l'enfant de 5 ans, en fait c'est l'intégration du tabou de l'inceste,
que les Freudiens situent à ce moment-là, Ouais. qui caractérise que l'être humain, à ce moment-là, est un être à part entière. Ni cultivé, ni éduqué, mais un être à part entière. À ce moment-là, l'enfant n'est pas encore abîmé par la culture. Et l'enfant de 5 ans est réellement un orateur. Ensuite, en Europe, c'est une catastrophe. Ensuite, c'est attention à ce que tu vas dire, t'as encore dit une connerie, etc. Et même avec le ton, quand on dit à un enfant de 7 ans, âge de raison, je t'écoute, avec une espèce de menace dans le ton, qui fait que le môme, il prend la trouille. Oui. Et il se dit, attention à ce que je vais dire, est-ce que c'est le bon moment pour parler, est-ce que je vais dire les bons mots, etc. Et on arrive au trac. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que viennent les défauts. Et on peut aussi s'interroger sur le fait que les défauts sont liés effectivement à l'apparition du trac. Donc les défauts traitent la peur, l'enfant se protège derrière ses défauts, en courbant les chines, Ouais. parce que d'une certaine façon, enfin je voudrais dire que, et là il est dans une forteresse de défauts bien combinés qui font qu'il n'a plus peur. Mais le premier souci de l'enfant, à ce moment-là, c'est pas un souci, c'est animal, c'est traiter sa peur, c'est se protéger. Ok, intéressant. Et tout à l'heure, vous avez parlé justement du fait d'utiliser son corps. Et justement, je me dis que en France, on a aussi, enfin, la France est quand même le pays de Descartes, hein, donc je pense, donc je suis. Donc tout est dans la tête, et on n'utilise pas assez notre corps. Pourquoi c'est important d'utiliser son corps dans l'art oratoire et de justement oublier un peu sa tête? Enfin, oublier un peu. Tout simplement parce que, si je puis dire, le cerveau est un sous-ensemble du corps. Si le corps va bien, le cerveau va bien. Ouais. Si le corps ne va pas, le cerveau ne va pas. Et ce qu'on a oublié en Europe, c'est le corps. Le corps est le grand oublié de la culture française de l'oral. On n'est que sur le cerveau, mais on a beau dire, je me permets de le dire en anglais parce que nous faisons aussi à l'école de l'oratoire des séminaires anglais, you cannot get a well-balanced mind in a badly balanced body. Vous ne pouvez pas avoir un esprit en équilibre dans un corps en déséquilibre. Le corps est premier dès qu'on entre en scène. C'est vrai pour les comédiens, nos frères, et c'est vrai pour les orateurs. Donc ça veut dire qu'il est urgent de faire revenir le corps. Mais j'en profite pour faire une nuance. Il n'y a pas qu'en Europe qu'il y a des travers. Bien sûr, oui. Je me souviens que quelqu'un de culture asiatique m'a dit nous, on n'a pas le droit de regarder les gens dans les Dans yeux. les yeux, ouais. Bon, c'est incroyable. Or, je suis sûr que le petit asiatique, quand il a 5 ans, il regarde aussi ses parents dans les yeux. Et on lui apprend à baisser les yeux quand il parle en public. Absolument. Donc ça veut dire que c'est C'est culturel, quoi. C'est vraiment voilà, une c'est construction toujours sociale. d'origine culturelle. Et Ouais. il n'y a pas que la culture européenne qui a abîmé. Il y a d'autres cultures aussi qui ont abîmé la nature à travers le corps des enfants lorsqu'ils sont éduqués à vivre en société. Tout à l'heure, vous parliez justement de lien avec le théâtre. Et je sais que pendant les cours d'art oratoire, en tout cas, il y a beaucoup ce va-et-vient entre le théâtre et l'art oratoire. Et vous dites même, vous, que la vie, c'est un théâtre public. Voilà. Ça, est-ce que vous pouvez me dire en quoi la vie est un théâtre public et quelle est la différence que vous faites entre l'art oratoire et le théâtre? Alors la différence, elle est d'abord dans la mission globale. Le théâtre a une mission qu'assume le comédien sur scène, c'est de proposer un miroir à la société, grâce aux grands auteurs dramatiques. Molière, Shakespeare et les autres, ils ont compris l'homme avec un grand H, que cet homme soit africain, japonais, français ou n'importe quoi, et quelles que soient les époques. Bien sûr. Bon. Quand un acteur a le privilège de servir Shakespeare ou Molière, il propose un miroir à la société. L'orateur, lui, il a une toute autre mission. C'est pas de proposer un miroir à la société, c'est de la construire. C'est de construire la société, en incarnant des fonctions. Or, la nature a organisé pour nous la vie privée, en créant des structures, le père, la mère, la famille, les cousins, etc. Mais elle nous a confié, à nous les êtres humains, d'organiser la vie publique. Et quand on crée une entreprise, on crée un organigramme. Quand on crée une association ou un État, on dessine des rôles. Bien sûr, Et ouais. là se trouve la fraternité avec le théâtre. On dessine des rôles et ensuite il y a des gens qui sont chargés d'incarner les fonctions. Ok. Et cette incarnation des fonctions est aussi une forme de théâtralité. Donc vous voyez que l'orateur est un frère, mais pas un jumeau de l'acteur. Mais il y a aussi une théâtralisation obligatoire. Pour moi, il n'y a pas de société saine sans théâtralité. Pourquoi? Si les gens n'incarnent pas leur fonction, Ok. ils la trahissent. Or, il n'y a de conflit, et ça c'est comme au théâtre, il n'y a de conflit qu'entre les personnes. Il n'y a pas de conflit entre les fonctions.
Or, des comédiens qui rentrent sur scène le soir pour servir une pièce de théâtre, ils ont des conflits entre eux. Hein. Il y a des jalousies, il y a des trucs, je t'ai prêté du fric, tu ne me le rends pas, etc. Bon, parce que le fric, souvent pour les comédiens, on n'en a pas beaucoup. Hein. Voilà, donc on a des conflits, mais quand on entre sur scène, chaque comédien fait son métier, incarne le rôle, et je vous garantis que jusqu'au bout de la pièce, la pièce, toutes les fonctions dialoguent entre elles pour donner toute la puissance de la pensée de l'auteur. Et ça, il faut l'apprendre en entreprise, il faut l'apprendre en politique. Il faut apprendre aux gens à incarner leurs propres fonctions. Et il y aurait la paix dans le monde. Parce qu'il n'y a pas de conflit entre les fonctions. Il n'y en a qu'entre les personnes. Et quand il y a des conflits, c'est que ce sont les personnes qui, trahissant leurs fonctions, laissant tomber le masque, se sont engueulées autour d'une table. Et ça, c'est vraiment dommage. Et du coup, en tant qu'orateur, vous l'avez évoqué rapidement, quelle est la mission de l'orateur en tant que tel? Quel est son rôle et quelle est sa charge, en fait, sa responsabilité sur scène? La charge d'un orateur, c'est d'incarner la fonction, comme je viens de le dire, mais c'est d'être au service d'une cause, d'une idée ou d'un projet, et au service du public qui est en face, que ce soit des alliés ou des opposants ou des indifférents. L'orateur est un go-between entre un sujet à traiter et un public à rencontrer. Lui n'est qu'un lieu de passage. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, la tendance qu'on a dans la mode de l'éloquence, avec le stand-up, avec un tas de choses comme ça, c'est de faire de l'art oratoire un numéro personnel. Et ça c'est M. Mélenchon, par exemple. C'est à peu près ça. C'est-à-dire, c'est faire un numéro. Et on voit beaucoup de gens, dans le stand-up, par exemple, qui se mettent en évidence dans leur propre talent d'orateur. Et ça, c'est pour moi, une perversion de ce qu'est la mission de l'art oratoire. Du coup, ce que vous dites, c'est en fait, ces personnes-là ne distinguent pas leur personne du personnage. Voilà. C'est ça. Et c'est de la notion, bien évidemment, vous avez raison de prononcer le terme de personnage. C'est vrai que en ce moment... Je suis les cours aussi, c'est pour ça. Oui, non, mais en ce moment, je ne vous dois pas ma personne. Je vous dois un personnage d'enseignant d'art oratoire que je suis, de fondateur d'une école. Mais je ne vous donne en aucune façon ma personne, dont d'ailleurs je ne sais pas ce que vous feriez. J'aimerais bien avoir votre personne sur la deuxième partie de l'interview, moi. Oui, mais alors ça, si vous voulez, ce sera en prenant un pot entre copains, en sortant. Mais pour l'instant, non. Ça, c'est intéressant. Vraiment, c'est une question que je me pose parce que vous savez, aujourd'hui, avec l'ère de l'authenticité, de vouloir être direct avec les gens, d'être soi-même, on va dire, on ne veut plus avoir cette posture. Vous voyez, on veut se dire, on est naturel, les réseaux sociaux, c'est ça, les gens se réveillent, ils prennent leur caméra, ils font des stories directement au réveil en parlant de leur vie, etc. Est-ce que le fait de mettre justement cette posture ou bien ce personnage, ça ne fait pas manquer d'authenticité? Eh oui. Oui. Est-ce que vous pensez que quand je vous parle en ce moment, je ne suis pas authentique? Si, vous l'êtes. En servant ma conviction. Si, vous voilà l'êtes. La réponse. C'est-à-dire, on peut être authentique dans le service d'une conviction, d'une idée ou d'un projet. Bien sûr qu'il faut toujours être authentique, mais au service du projet. Et le projet que nous défendons tous est toujours plus grand que nous. Ça, il faut le savoir. Et même le projet que l'on défend élève notre propre personne. Il n'y a pas d'incompatibilité entre l'incarnation d'un projet et la sincérité. C'est pas vrai. Maintenant, le choix qu'a un orateur de décider de servir un projet ou de ne pas le servir, c'est un problème de conscience personnelle qui ne regarde pas le public. Ok. Donc vraiment, l'art oratoire, donc si je récapitule, son rôle, c'est de servir une cause qui est plus grande que nous. Absolument. Et donc, ça, on va voir comment le faire. Voilà. Et donc, pour le faire, il y a une certaine technique à avoir. Moi, pour vous donner un exemple, moi, je me suis inscrite à l'école d'art oratoire parce que je n'avais pas de technique. Je pense à peu près parler. Mais je n'avais pas de technique et je me demandais pourquoi la technique, c'est importante, selon vous. En fait, je reviendrai à ce que j'ai dit au début, il n'y a pas d'art sans technique. La technique, c'est ce qui fait qu'on peut construire un personnage. La notion de la construction est très importante. Il y a un livre de Stanislavski, grand directeur de théâtre en Russie 1902-1903, et professeur d'art dramatique, et l'un de ses livres a pour titre « La construction du personnage ». D'accord. Cette construction est nécessaire. Les hommes construisent sur des organigrammes, construisent effectivement des rôles. On va construire une entreprise, il y aura un patron, il y aura un directeur financier, il y aura un DRH, etc. Il y a une construction sur le papier. Ensuite, chaque homme ou chaque femme qui doit intégrer cette fonction de DRH, de directeur, eh bien, doit
construire le personnage comme la fonction a été construite, n'est-ce pas? Cette construction du personnage, elle se fait par le corps. Et c'est une architecture du corps qui va permettre de proposer un personnage. Qui dit architecture, dit construction, il me semble, quand on construit une maison. Voilà. Oui, c'est ça. Donc il y a une technique, technique. Et cette technique, avant de rentrer dans la technique pure, quels sont le b.a.-ba à savoir avant de rentrer dans la technique? Parce que là, moi, j'ai en tête des notions de cours, du coup, que j'aimerais bien que vous détailliez, notamment le contrat de la rampe, l'obligation scénique, etc. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça et juste l'expliquer au public, enfin à l'audience plutôt, pour qu'ils comprennent le b.a.-ba avant de rentrer concrètement dans la technique? Alors, il faut bien comprendre que le passage de ma personne qui va disparaître au personnage qui va être proposé. Proposé, ça veut dire posé devant. Ce qui signifie bien la notion du masque. C'est-à-dire qu'on doit au public un personnage plus grand que nous, donc il y a une métamorphose de la personne en personnage. Cette métamorphose, elle se fait à l'entrée en scène, à l'entrée dans la réunion, à l'entrée sur le podium, etc. À l'entrée dans le bureau, dans l'entretien avec quelqu'un, où là, je dois métamorphoser ma personne en personnage, c'est-à-dire incarner la fonction. Comment je fais? C'est-à-dire que quand on arrive sur scène, il y a une manière de faire, comment ça se passe? Oui, il y a une manière de faire. Tout commence par le regard. La première chose qu'on doit faire, quand on entre en contact avec quelqu'un, au titre de son rôle dans la vie publique, donc de sa fonction, quand on entre en contact avec quelqu'un, c'est d'abord de le regarder, mais pas n'importe comment. De le regarder en décidant de s'intéresser à cette personne. Donc un regard de curiosité. Curiosité, intérêt décidé pour l'autre. Intérêt décidé. Et cet intérêt décidé, c'est un sentiment. C'est pas n'importe quoi. C'est pas intellectuel, c'est un sentiment profond. Et ce qu'il faut retrouver comme regard par cet intérêt décidé, c'est le regard de l'enfant de 5 ans que nous étions. C'est ce regard-là. Et à partir de ce regard, tout d'un coup, si je suis, par exemple, je suis voûté parce que je crois être seul, et tout d'un coup, je me rends compte que vous êtes en face de moi, et que je décide de m'intéresser à vous, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous faites ici? Et je suis là. Et vous êtes là. Et je suis droit. Ce regard va amener mon dos sans que je le décide. Oublions le tiens-toi droit de notre enfance. Donc, regard, dos. À partir du moment où je regarde l'autre, et que je m'y intéresse vraiment, tout d'un coup, l'autre me rend ma verticalité et donc mon humanité. Et c'est très important pour moi que le mot humanité ait deux sens. D'abord, l'espèce humaine, nous sommes les seuls animaux verticaux dans le monde animal. Et deuxièmement, faire preuve d'humanité à l'égard de quelqu'un. Donc c'est un sentiment positif à l'égard de l'autre. Et je crois profondément que si on sait retrouver la nature dans notre corps, c'est-à-dire notre verticalité, on retrouve aussi notre humanité par rapport à l'espèce humaine. Hyper intéressant. Et sur ce sujet-là du coup, je suis orateur, je viens, j'ai le regard, j'ai le dos droit, donc là je parle, donc mes idées fusent. Quelle est la responsabilité de l'orateur? Est-ce que, par exemple, le public qui est en face de moi, qu'est-ce que je lui dois en tant qu'orateur? Le public, je lui dois une première chose, qui est ne pas le heurter. Même si c'est un adversaire politique, par exemple. Je parle souvent de politique parce que c'est intéressant d'observer, c'est la partie émergée de l'iceberg de notre vie publique, donc c'est intéressant d'observer à la télévision comment fonctionnent les politiques. La première qualité, par exemple, d'un orateur dans un débat politique contre un adversaire, c'est savoir lui exprimer son idée à lui opposée à celle de l'adversaire, avec des mots, des tons et des rythmes qui ne heurtent pas l'adversaire, de manière à ce que mon idée à moi trouve sa place dans le cerveau de l'adversaire sans gêner la sienne. Que l'adversaire puisse comprendre au sens d'inclure physiquement dans sa boîte crânienne mon idée à côté de la sienne sans la brutaliser. C'est dur, ça. C'est le respect de l'autre. S'il n'y a pas le regard... Et ça se travaille par le regard. Oui, par le regard, parce que derrière votre cerveau, derrière votre regard, madame, en face de moi maintenant, il y a votre cerveau. Et derrière mes yeux, il y a mon cerveau. Et vous savez, moi j'admire beaucoup Edgar Morin.
le philosophe et sociologue qui plaide pour le retour à la complexité, en vous regardant, en m'intéressant à vous, chère madame, j'intègre toute votre complexité dans la mienne. Seule une complexité peut en comprendre une autre. Et alors mon cerveau se débrouille. Et en ce moment, parce que j'ai un regard sur vous, mon cerveau essaie de trouver, et c'est lui qui se débrouille, les mots, les tons et les rythmes, qui vont faire que je peux vous transmettre mon idée sans gêner les vôtres. Moi, j'essaye aussi de vous regarder pour... mais du coup, j'ai mes questions que j'essaie de bien pas sûr, regarder. Bien sûr, bien sûr. J'essaie d'improviser. Bien sûr. Mais ok, intéressant. Et donc, enfin, il y a un moment donné, vous aviez dit, enfin, je crois que vous l'avez dit en cours, vous l'avez dit, vous l'avez entendu vous le dire, que parler en public, ce n'est pas dire ce qu'on a prévu, mais dire quelque chose, mais aller au-delà de ce qu'on a prévu de dire. Ça, j'aimerais vous expliquer comment ça se fait, comment on fait ça. Parce que nous, on a tendance, quand je dis nous, c'est généralement, on a tendance à se dire, voilà, j'ai ma presse, je vais dire ça, je fais mon pitch et je pars. Voilà. C'est ce qu'on fait, en fait. Oui. On emploie le terme de dérouler. Dérouler, oui, je déroule. Ma présentation. Je déroule. Voilà. Alors que toute préparation de discours n'est faite que d'hypothèses. Et oui, parce qu'on ne peut pas mettre en boîte dans sa tête le public qu'on va rencontrer. À tous les coups, les événements sont différents de ce qu'on a prévu. À tous les coups, l'autre sera différent de ce qu'on a prévu. Par conséquent, il faudra s'y adapter. Et il y a une telle révérence, en France notamment, pour l'écrit, que dès qu'un orateur a préparé son discours, il colle servilement au discours préparé parce qu'il a le trac. Il se dit, si jamais je tiens compte de ce qui se passe en face de moi, je vais me perdre, je vais perdre le fil de ma pensée. Oui, c'est ce qu'on pense. Alors que, souvent. Et du coup, il perd le fil de la relation au public. Du coup, c'est la relation au public qui permet de tenir le fil de sa pensée, et pas l'inverse. Autrement dit, c'est le corps à corps. Si on réussit le corps à corps avec un public, et ça commence par le regard, on réussit le cerveau à cerveau. Et là est la différence importante entre l'orateur et l'acteur. C'est-à-dire que l'acteur, lui, il a un problème. C'est la mémoire. Oui. C'est qu'il doit dire un texte par cœur et l'improviser complètement de manière à ce que ce soit tout frais à chaque fois qu'il le dit. C'est un vrai problème pour l'orateur. Improviser ce qu'avant l'entrée en scène, il connaissait par cœur et qu'il faut qu'il redonne en improvisation. Bon. L'orateur, lui, il a la responsabilité d'élaboration de son texte définitif en présence physique du public, pour faire du public le co-auteur de son discours fini, donc le co-signataire. Et c'est comme ça qu'un public co-signe un discours d'orateur en disant « Ok, j'ai compris, parce que j'ai été associé à ce discours, je m'en sens co-auteur. » Maintenant, ça ne m'empêche pas, moi public, de vous dire maintenant pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Et le débat peut commencer. Mais à ce moment-là, il va être fécond, il va être plein de créativité entre les deux débatteurs. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on veut délivrer un discours, on a un peu notre squelette, comme on dit, notre squelette. Donc on a nos idées, nos grandes idées. On vient faire le pitch devant les gens. Et c'est avec le regard, avec ce que nous renvoie le public, qu'on co-crée et qu'on fait avancer notre discours. Et il peut très bien arriver, par exemple, quand vous faites votre pitch devant un public, que tout d'un coup, vous vous rendez compte que ce que vous êtes sur le point de dire, ce n'était pas prévu. Oui, parfois quand ça vous avez préparé. Eh bien, si vous êtes à ce moment-là en regard, en dos et en voix, ce que vous avez maintenant l'idée de dire différent de ce qui était prévu, c'est une amélioration de ce que vous avez prévu. Et c'est ça la confiance dans le public. En fait, c'est qu'à ce moment-là, le public vous emmène plus loin que ce que vous avez trouvé tout seul en préparant ou toute seule en préparant. Ça s'appelle la créativité. C'est-à-dire que là, on arrive à l'intelligence collective. C'est co-créer avec son public son propre discours. On peut préparer, on peut apprendre par cœur. Même De Gaulle apprenait par cœur ses discours. Mais il n'était pas esclave de ses discours. Et je sais, par un des conseillers qu'il a eu à l'époque, que De Gaulle faisait des chantes entiers d'improvisation sur ses discours préparés. Il allait beaucoup plus loin. Et on a d'ailleurs des versions de discours du général De Gaulle, version écrite, version parlée. C'est incroyable. Tout ce qui est modifié dans le parler améliore l'écrit. C'est un truc extraordinaire.
Ok, mais comment on trouve cette confiance? Parce que justement, on en parlait tout à l'heure du fait que on a le track, donc l'écrit est là en fait pour nous rassurer aussi. On se dit, on prépare à fond, on apprend par cœur, comme ça sur place, il n'y aura pas de sujet, on déroule. Comment on lâche? Enfin, c'est difficile, je trouve, de lâcher, de se dire, je fais confiance et je vais améliorer ce que je vais dire grâce au public. Voilà. Je peux reprendre ce que vous avez dit. Bien sûr. Il n'y aura pas de problème, on déroule. Oui. Ça veut vraiment dire, j'essaierai de ne pas regarder en face de moi et je vais leur imposer. Je vais les gaver comme des canards. C'est incroyable cette vision qu'on a Oui, mais c'est et ça, qui est oui. due à la peur. Hein. Bien sûr. C'est pas une mauvaise volonté des orateurs, c'est parce que quand ils étaient petits, on leur a appris la peur de parler. Et surtout, on leur a dit, prépare tout. C'est-à-dire que je considère que l'orateur qui fait ça, je voudrais d'abord ne pas lui reprocher. Il est victime de la culture européenne de l'oral. Hein, je ne veux pas lui reprocher. Parce qu'on lui a demandé de faire ça. Voilà, et il traite sa peur comme ça. Maintenant, je peux revenir sur votre question. C'est la confiance. Oui. Bon. L'idée de la confiance en soi est une idée absurde. Ok. On ne parle que de ça aujourd'hui, la confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je ne peux pas tout prévoir. J'entre dans ce podcast avec vous, je n'ai pas confiance en moi. C'est pas possible. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc il faut arrêter de courir après ce fantasme. En revanche, je peux décider de ma confiance dans l'autre. Je décide, et c'est ça qui sous-tend ma technique de regard, je décide de ma confiance en vous qui m'interrogez. C'est-à-dire ma confiance dans l'autre. Et ça, c'est une décision et c'est un sentiment décidé. Je voudrais simplement faire cette petite parenthèse. Dans la vie privée, on ne peut pas décider de ses sentiments. On tombe amoureux de quelqu'un, ça nous tombe dessus, si je puis dire. Le désamour, ça nous tombe dessus aussi. Dans la vie privée, on ne peut pas. En revanche, dans la vie publique, non seulement on peut, mais on doit décider de ses sentiments. Et je dois décider d'aimer mon public. Aimer au sens de la vie publique, bien sûr, pas de la vie privée. Mais mon maître à penser, Louis Jouvet, qui a été un grand professeur d'art dramatique en France, a dit à ses élèves comédiens, il faut aimer le public. Ce qui m'intéresse, c'est le « il faut ». Et bien évidemment, et comme il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, c'est par le regard. Même pendant que je vous parle, mon regard continue à s'intéresser à vous. Même pendant que je vous parle, la nature nous a équipés pour réussir cette performance. À la fois de dire ce qu'on a à dire et en même temps de s'intéresser à l'autre. Nous sommes équipés pour le faire. Ouais, non, complètement. Et du coup, c'est hyper intéressant ce que vous dites parce que le sujet de ce... pardon. Moi, du coup, je baisse le regard. Oui, non, mais je vous en prie, je vous en prie. Ah, c'est horrible. Je vous en prie. Je devrais pas. Je vous en prie. Quand on est face à un public qui parfois n'est pas agréable, parce qu'on peut aussi le ressentir, hein, des personnes qui nous regardent avec un regard hyper méchant, ou bien qui sont en colère, qui approuvent pas ce qu'on... En tout cas, on a l'impression qu'ils n'approuvent pas ce qu'on dit. Comment on gère ça? Le public le plus dur qu'on puisse avoir, si on est dans la bonne pratique, écologiquement juste, du regard, du dos et de la voix, ce public va nous faire prendre un chemin pour démontrer ce que nous avons à démontrer. Puisqu'il est exceptionnellement dur, nous allons prendre un chemin que nous allons découvrir, en même temps qu'on se nourrit à lui, un chemin exceptionnellement beau, rare, qu'on n'aurait pas imaginé pouvoir prendre avant d'entrer en scène. Et en sortant de là, on pourra dire merci à ce public. Ouais, mais après, plus dur il a été, ouais. Plus exceptionnel aura été le chemin verbal, tonal et rythmique pour arriver à lui faire passer notre idée sans le heurter. Parce que, en fait, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il faut faire confiance au public. Donc, en fait, j'ai pas confiance en moi, c'est pas le sujet. Je vais faire confiance au public. Mais comment faire confiance à une personne qui nous regarde? D'abord, je décide de mon regard très positif vis-à-vis de lui. Mon regard confiant et curieux de lui. Je le décide. Okay. Alors, je peux vous citer quelqu'un qui disait un jour à un de nos professeurs, qui était une femme, Nathalie Dorval, et l'élève lui disait, mais madame, moi je veux bien regarder l'autre, mais très franchement, je tombe quelquefois sur des visages, je perds mes moyens, parce que la manière dont on me regarde, c'est pas possible, moi j'en peux plus. Et cette professeure répondait à cet élève,
Madame, le problème n'est pas de savoir comment les gens vous regardent, mais comment vous décidez de les regarder. Il y a un moment où on arrête d'être victime. Comment, moi, je décide de regarder le monde autour de moi. On n'est pas que victime. Il y a un moment où l'orateur doit aussi décider de quelque chose. Et puisque tout commence par le regard, qui est un instrument d'écoute, comment, en entrant devant le monde pour lui parler, comment est-ce que je décide de le regarder ? Et la manière dont je décide de le regarder va déterminer chez moi une façon d'entrer en scène, de dire les choses surprenantes même pour moi. Éventuellement d'une étrange gentillesse à l'égard de ces gens-là, ou piquant d'emblée une colère, mais tellement belle, tellement musicale et tellement respirée, que ce public va être, pardonnez-moi, mais sur le cul, en se disant « Ah, quel orateur !» Et les gens, il y a en eux le public éternel. Et leur opposition, parce qu'elle n'est que momentanée par rapport au dossier, tout d'un coup, on a touché en eux quelque chose d'archaïque, de profond, qui est le public éternel qui est en eux. Et ce public éternel qui est en eux, il lui prend l'envie d'écouter cet orateur. Okay. Et tout d'un coup, ce public éternel qui est en eux finit par leur dire « Arrête de gueuler pour l'instant. Écoute ce mec. » C'est possible, ça. Et donc, alors que les gens qui n'y croient pas n'essaient pas de pratiquer l'art oratoire. Parce que s'ils ne croient pas à ça, il vaut mieux pas qu'ils essayent d'apprendre l'art oratoire. C'est pas la peine. Bah, en tout cas, moi, le regard, c'est quelque chose que j'ai testé. Enfin, pour le coup, je l'ai pratiqué. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Mais du coup, moi, je suis encore... j'ai encore peur, hein. Je l'avoue totalement. Je ne me laisse pas encore porter à 100%. Je ne viens pas en improvisant. Je prépare toujours. Mais cette volonté, en tout cas, de prendre soin du public par le regard, c'est quelque chose qui, c'est vrai, que change la donne et change en tout cas le rapport qu'on a avec le public. C'est ce qui améliore, justement. Moi, je prends souvent la comparaison du marin. Le marin a prévu une route maritime avec un temps qui était calme. Et puis, tout d'un coup, la tempête arrive. Eh bien, il faut qu'il fasse avec cette tempête. Il va tirer des bords qui n'étaient pas prévus, il va changer sa route, mais il faut que même la vague énorme et le vent qui est là, il faut qu'il les aime. Parce que s'il ferme les yeux quand la vague arrive, c'est le naufrage. Il faut qu'il regarde la vague en face, qu'il regarde le vent en face et qu'il pilote son bateau appuyé sur la vague et les vents. Autrement dit, appuyé sur la résistance offerte par la nature. Alors le public difficile en face de moi fait partie de la nature. C'est les métaphores du marin sur la tempête. Même le public difficile, eh bien je dois regarder cette vague qui arrive sur moi. Et tout d'un coup, ce public va déclencher en moi une créativité incroyable qui va tout d'un coup me faire comprendre par ce public difficile. Et la tempête va s'apaiser. Mais rien n'est gagné d'avance. Je ne dis pas que ce soit facile, mais c'est ça la route de l'art oratoire. C'est ça la route, c'est le collectif. C'est exactement, et c'est l'art des grands orateurs. Les grands orateurs ont fait ça sur le forum. Et il n'y a que ça comme route, bien sûr, bien sûr. Et donc, il faut décider de cette confiance. Mais en même temps, il faut travailler la technique. On ne peut pas le faire si on n'a pas travaillé. Et ça, c'est ça aussi qu'il faut bien dire aux gens qui nous écoutent peut-être, c'est que sans travail, ça n'est pas possible. Le talent, le don n'est pas suffisant. Il faut avoir l'humilité de travailler la technique. Il y a une technique au piano, il y a une technique au violon, il y a une technique en art oratoire. Il ne faut jamais oublier ça. Et la technique, c'est pour ça que le soi naturel, quand on dit à quelqu'un soi naturel, c'est épouvantable de dire une chose pareille. Comme si on ne l'était pas quand on sert en art oratoire une cause avec une technique. Bien évidemment qu'on reste authentique, mais sans technique, c'est pas possible. En fait, ce que je comprends bien, du coup, c'est qu'on est naturel. Avec la technique, ça nous donne notre style, en fait. C'est ça ? Oui, vous avez raison. La technique, c'est ce qui nous permet de retrouver ce que la nature nous a donné pour parler en public. C'est-à-dire d'être profondément naturel au sens écologique du terme. Je commence par respecter mon corps écologiquement, être naturel avec un grand N. C'est ça qu'il faut être. Et à ce moment-là, j'ai la technique comme un tarmac. Et à ce moment-là, vous l'avez dit, madame, mon style peut décoller. Mon style peut s'exprimer. Et donc la technique, si on la reprend rapidement, donc il y a le regard. Donc j'entre en scène, il y a le regard.
Quand je regarde, j'ai mon dos qui se redresse. Et ensuite, j'ai ma voix qui sort. Et la voix. Le RDV. La voix que je place, que je porte. La voix qui est justement, la colonne d'air, vous avez entendu déjà ce mot-là, la voix qui est dans la verticalité, le regard qui est dans l'horizontale. Je suis en boule, je vous regarde, tout d'un coup, je m'intéresse à vous, ça redresse mon dos, ma voix peut sortir, et là, j'ai le regard de voix. Et plus la voix sort, plus elle passe sur l'arrière, par le voile du palais et vers le haut, et plus ça dégage ma face avant, et plus mon regard peut travailler. C'est-à-dire que c'est un cercle vertueux, le regard amène le dos amène la voix, et la voix derrière ramène du regard devant. Et c'est un cycle vertueux qui est un cycle naturel. Par la technique, à l'école de l'art oratoire, nous avons retrouvé la nature. Et c'est ça qui nous intéresse. Et ça marche, ça, quelle que soit la culture. Oui. Alors à ce moment-là, votre style peut décoller, et votre conviction sur le sujet. Ce qui décolle à ce moment-là du tarmac, c'est une fusée à 2 étages. Premièrement, c'est l'éclosion d'un style, et chacun a le sien, qui raconte l'histoire de chaque orateur. Et deuxième étage de la fusée, l'étage pointu, la conviction qu'on a sur le sujet qu'on défend. Oui. Mais la technique, ça n'est que la base. Nous, à l'école de l'art oratoire, nous n'enseignons que la base technique. Après, à la charge de chaque élève, De venir avec ses sur la base de la bien sûr. technique, de faire décoller son style et sa conviction. Bien sûr, ça c'est pas nous qui l'apportons. Ça c'est à la charge, il faut bien qu'il en reste une Bien sûr. de chacun de nos élèves. Oui, complètement. Là, j'aimerais bien parler de quelques idées préconçues, en tout cas, je pense préconçues qu'on a, et que vous m'aidiez à les déconstruire ou pas. Typiquement, on dit souvent que pour la prise de parole en public, il faut justement se surpréparer, ça on en a parlé, se surpréparer. Donc ça, on l'a un peu détruite, cette idée reçue. En fait, il faut préparer un squelette et se laisser porter par le public et donc co-construire le public qui soit co-auteur et co-signataire. Ça, c'est clair. J'essaie Parfait, oui. de reprendre ce que vous dites. Ensuite, il y a l'autre sujet qui est de balayer la salle. Vous savez, il y a ce truc où on nous dit, quand vous faites une prise de parole, vous regardez 2-3 personnes et vous balayez la salle. Est-ce que ça, c'est une chose qu'il faut faire ou pas? Et non, c'est justement une absurdité. Tant qu'à regarder, je préfère voir quelque chose. Okay. Balayer une salle, ça veut dire ne rien voir. Et surtout, ça veut dire faire semblant de la regarder. Okay. Le regard, donc ça veut dire ne rien voir. Donc ça veut dire, encore une fois, éviter de voir le public et plaquer sur lui ce qu'on a prévu de dire. Le regard est condamné par mère nature au singulier. Okay. Je ne peux regarder qu'une seule personne à la fois. Et la difficulté, c'est donc d'appréhender un public de 200 personnes. Comment mon cerveau va-t-il pouvoir appréhender l'état global d'un public de 200 personnes, alors que mon regard ne peut pas appréhender les 200 en même temps? Eh bien, je vais aléatoirement regarder une personne dans le public, puis en regarder une autre, puis une troisième, mais toujours aléatoire. Aléatoire, mais pas les 3 mêmes. Parce que Pas les souvent, 3 on mêmes, se dit, pas les on 3 prend mêmes. 3 personnes qui nous semblent un peu sympas, non. et on les regarde. Parce qu'à ce moment-là, les 3 personnes se disent, mais qu'est-ce qu'il a à me regarder tout le temps? J'en peux plus. Quant aux autres qui ne sont jamais regardés, ils décrochent. Ouais, ils décrochent. Ouais. Donc c'est une absurdité totale. Okay. Et puis, on conseille souvent ça parce qu'on dit, pour te rassurer, regarde 3 personnes, et si possible, 3 personnes qui sont d'accord avec toi. Mais moi, quand je rentre en scène, c'est pas pour me rassurer, c'est pour les rassurer, les gens en face de moi. C'est pas pour me rassurer. Encore une fois, cette histoire de confiance en soi est absolument démentielle. Bon. Ouais. Et quand on regarde aléatoirement un membre du public puis un autre, à chaque fois d'ailleurs, je regarde 1 seconde ou 3 secondes, c'est aussi aléatoire, eh bien mon cerveau appréhendant, comme sur un sondage, appréhendant par sondage aléatoire le public, à chaque seconde, mon cerveau a une synthèse pertinente de l'état du public à chaque seconde, justement. Parce que lui fait la synthèse de ce qui est aléatoirement sondé, authentiquement, sur chacun des visages qu'on a regardés. Et à ce moment-là, mon cerveau prend des décisions qui, dans le choix des tons, des mots et des rythmes, sont adaptés à ce public pour ne pas le heurter, tout en lui faisant entendre ce qu'on veut lui faire entendre. Donc, balayer le public du regard est un conseil absurde. C'est encore faire semblant. À ne pas faire, du coup. À ne pas faire, à ne pas faire. Okay. À ne pas suivre, en tout cas. Ouais. Ouais. Et comment on fait pour avoir moins le trac? Parce que, ce sujet de confiance en soi, j'aimerais qu'on y revienne parce que c'est un vrai sujet. Sur le coup, on en parle beaucoup. Absolument. En disant, faut avoir confiance.
Moi, la première, hein, moi j'ai hyper peur quand je prends la parole, ça se voit pas comme ça, mais j'ai hyper peur. Et quand j'en parle à mes amis, ils me disent, mais t'inquiète, tu vas gérer, aie confiance, etc. Et en fait, ok, ça me donne un peu d'encouragement, mais concrètement, c'est pas ce qui diminue mon trac. Comment on fait pour diminuer son trac? Alors, nous ne savons pas, je ne sais pas diminuer le trac 2 jours avant. D'accord. Hein, moi-même, j'ai le trac aussi Ouais. 2 jours avant sur une conférence ou une interview importante. J'ai le trac, voilà. Et puis en arrivant ici, je me dis, bon, comment ça va se passer? Bon, l'idée, c'est de faire disparaître le trac au moment où on entre en scène. Pas D'accord. 2 jours avant, mais au moment où on entre en scène. Bon. Et là, il y a justement dans la technique, avant de voir la voix, parce qu'il faut que le trac disparaisse avant le premier mot. Oui, parce que sinon, ouais, Voilà, quand le on son. entre en scène, on regarde d'abord l'autre. Je ne veux pas trop me répéter, mais on regarde l'autre. Et quand je regarde l'autre, avec un intérêt décidé pour lui, tout d'un coup, mon corps se redresse. À ce moment-là, je vais prendre une image très, très simple. Oublions le plancher qu'on a sous nos pieds, le plafond au-dessus de notre tête, et regardons l'humanité en face de nous. Chaque fois qu'un individu se place correctement entre le sol, le ciel et l'humanité, il est intégré dans l'environnement physique d'une façon parfaite. Il prend toute la place que lui laisse l'environnement physique, rien de cette place, mais toute cette place. Et est exactement comme une pièce de puzzle, à sa bonne place dans le puzzle, il s'y fond, il disparaît. Et à ce moment-là, il n'a plus le trac, parce qu'il est en harmonie avec l'environnement physique. Et puisque le corps détermine le cerveau, est en harmonie avec l'environnement intellectuel, même de ses adversaires. Il est camouflé dans la nature. C'est un art du camouflage. Ok. Mais en même temps, c'est une façon de dire qu'il est en harmonie avec la nature. Il assure la continuité de la nature. C'est exactement ce que disait un grand comédien français qui s'appelait Laurent Terzieff, qui était un grand comédien, et qui disait, au fur et à mesure des répétitions au théâtre, en même temps que mes camarades créaient leurs propres personnages, tout d'un coup, ils me laissaient un vide que je n'avais plus qu'à occuper. C'est être en harmonie. Eh bien, quand en art oratoire, on est en harmonie physique avec le monde extérieur, ma voûte crânienne fondue dans la voûte céleste, ma table de hanche fondue dans la table terrestre et ma cornée dans la cornée de l'humanité, à ce moment-là, on est à sa place dans la nature et au cœur même de l'humanité. Et par conséquent, on n'a plus peur, parce qu'on est en harmonie avec elle. Et du coup, là, on ne pense plus à nos textes. Enfin, on est On juste est en, là. on est juste en action. connecté. On n'est plus dans la réflexion. Oui, c'est ça. On est dans l'action, donc dans l'intuitif, dans l'instinctif. On n'est plus dans la réflexion. On Ça, est c'est dans hyper l'action. important. Ouais. On est dans l'action. Ok. Voilà. C'est ça qui est important. Et à ce moment-là, on s'oublie complètement. On est dans l'action et on agit avec le monde en même temps que le monde. On agit en même temps que la planète. Par conséquent, on est dans le bonheur. On est dans la paix. Ouais. On n'est plus dans la guerre. On est dans la paix. Moi, je me rends compte maintenant que pendant mes 50 ans de recherche, finalement, j'ai été un chercheur essayant d'apprendre aux êtres humains à se parler pour ne plus se battre entre eux, pour trouver les solutions à nos problèmes. Complètement. Bah, du coup, j'aimerais bien en revenir à vous. Parce que, Oui. et ce qui est hyper intéressant, c'est que tous les deux, on a un point commun, c'est qu'on est des bègues, enfin des anciens bègues. Je ne sais pas si on dit anciens bègues ou Oui, pas. oui, oui. En tout cas, moi, je bégaye toujours. Hein. Je ne sais pas vous. Moi aussi, Vous mais aussi. quand je suis chez moi. Pareil. Enfin, quand je suis stressée, moi. Oui, et puis quand je suis stressé, mais avec la technique. Quand je suis stressé en scène, ma technique m'aide considérablement. Et ça m'intéresse parce que vous dites justement que votre bégaiement, c'est votre sentinelle amicale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que je sens, quand je suis en parlant en public, que mon bégaiement arrive, c'est que je suis sorti de la technique. Ah, Par exemple, j'ai une tendance à bégayer quand, parce que je suis emporté par la passion, je monte un peu trop mes gestes haut, je passe un peu trop devant et là, je me mets à bégayer. ok. Bon, ça m'indique que tout d'un coup, je ne vous regarde plus avec intérêt, mon dos n'est plus placé. Et vous vous remettez dans la technique et le bégaiement. Et à ce moment-là, ma sentinelle amicale, c'est mon bégaiement qui se repointait, me rappelle que je ne suis plus dans l'épure de la technique. Donc dans l'instant suivant, je retravaille mon regard, ça restructure mon dos, ma voix passe derrière et je ne bégaye plus. Parce que très souvent, le problème des bègues, c'est une énergie
vient trop haut dans le corps et trop devant. Et à ce moment-là, si l'on est bègue, alors on bégaye. C'est en ça qu'on peut dire de façon générale à n'importe lequel de vos auditeurs que s'ils se connaissent un défaut particulier, par exemple dire eux tout le temps, dès qu'ils entendent, s'ils se connaissent le défaut, parce qu'il faut le connaître, Ouais, il faut le reconnaître. très souvent un défaut on n'en a pas conscience, Ouais. mais si on leur a dit, dès qu'ils s'entendent qu'ils disent un eux, attention, sentinelle amicale, reprenez la technique. Vous voyez? Mais Intéressant. je bégaye encore chez moi, donc je reste bègue, et je travaille aussi, j'ai un ami qui s'appelle Mouna Bizri, qui fait des concours d'éloquence pour des personnes bègues, et je fais aussi des masterclass pour les aider, avant leur concours d'éloquence, à ne plus bégayer pendant leurs exposés. Hyper intéressant. Bah, du coup, j'aimerais poser des questions sur le bégaiement, parce qu'en fait, du coup, moi, je connais mon histoire, et donc, elle n'est pas universelle. Quand vous bégayez depuis que vous êtes petit, c'est ça? Quand vous étiez petit, comment ce bégaiement a influencé votre approche ou votre perception du monde? Parce que je pense que quand on est bègue, il y a quelque chose qui se passe quand même dans notre tête, qui n'est pas forcément ce qui se passe dans la tête des autres enfants qui savent parler. Ouais, Comment ça s'est passé pour vous? C'est affreux. C'est-à-dire que le bégaiement, c'est un défaut d'expression comme un autre. Oui. Il faut vraiment le désacraliser. Simplement, comme il est plus spectaculaire que les autres, il donne plus honte. Voilà. Mais à part ça, il se traitera comme n'importe quel autre défaut par la même technique, regard, dos, voix. Hein, ça, il faut bien dire ça avant de répondre à votre question. Ok. Mais moi, le bégaiement, ça me faisait rester dans le monde des corps. Mon corps me trahissait parce qu'il butait, alors que je voyais mes petits camarades à l'école, ils étaient déjà dans le monde des idées. Ils échangeaient leurs idées entre eux, etc., sans aucun souci de leur corps. Moi, j'ai resté en dessous, dans le monde des corps. C'était affreux. Et il y a un hasard a fait que j'ai voulu faire du théâtre. Et qu'à partir de la classe de 6e, j'ai été, chaque fois que j'ai pu, dans le groupe théâtre de l'école, du collège, etc. Et même à l'ESSEC. À l'ESSEC, j'avais intégré une troupe de théâtre. Ok. Et je faisais du théâtre spectacle à Paris. Et puis, nous partions en tournée en été. Et j'ai toujours fait du théâtre. Et pourquoi le théâtre? Parce que justement, le théâtre, c'est quelque chose de... On s'exprime, on se... Enfin, pareil, j'ai fait du théâtre, hein, mais du coup, j'aimerais bien comprendre Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire du théâtre. Le théâtre, il m'a aidé. Alors, qui m'a poussé, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est ça. Ok. On ne sait pas pourquoi. Mais après coup, je me dis que le théâtre m'a aidé. Pourquoi? Parce que le problème du bègue, c'est qu'au moment où ça va être à lui de parler en public, il anticipe. Ouais. Et il se dit, bon sang de bonsoir, c'est catastrophique, je vais bégayer. On est beaucoup dans et le cette tête, hein, je anticipation fait Ouais. que il bégaye 2 fois plus. Ouais. Et quand il arrive, il est hyper contracté, il a bloqué sa respiration tellement il sait qu'il va bégayer, et il bégaye 2 fois plus. Quand vous jouez au théâtre, je ne dis pas que quand j'étais en 6e, dans le premier spectacle que j'ai donné au collège où j'étais pensionnaire, je ne dis pas que j'ai incarné les personnages. Au moins, j'imitais. Oui. Ouais. J'imitais, par exemple, un aubergiste qui avait un accent. Bon. Et le fait de penser à cet aubergiste faisait que je pensais à quelqu'un d'autre, et qu'en l'imitant, ben, je ne pensais plus à ma personne, j'anticipais plus. Et du coup, je ne bégayais plus. Je bégayais encore un peu, mais j'étais tellement en train de penser à ce personnage. Vous voyez, j'ai failli bégayer parce que j'ai la main trop haute. Et Vous là, avez entendu? sentinelle Donc amicale. je baisse. J'étais à ce point en train de penser à ce personnage. Vous voyez, je dis ce sans bégayer. Ouais. Ouais. Ça peut m'arriver à n'importe quel moment. Et quand je pensais à ce personnage, tout d'un coup, je bégayais plus. C'est-à-dire que le théâtre présente l'avantage de vous emmener ailleurs que dans votre personne si vous pensez à servir le rôle. Vous Toujours pensez dans le au personnage. personnage du rôle, et à ce moment-là, vous ne pensez plus à votre personne. Vous êtes masqué par le personnage. Et comment c'est arrivé justement, quand vous étiez petit, quand vous avez 6-7 ans, vous avez fait du théâtre, est-ce que vous avez une idée de ce que vous vouliez faire plus tard? Est-ce que vous voulez travailler dans le théâtre? Est-ce que vous avez une idée particulière de vos rêves d'enfant? Non, pas du tout. Non, je n'avais pas d'idée. J'avais aucune idée de ça. Et je voulais, enfin, avec le temps, je voulais en tout cas me trouver dans le théâtre. D'ailleurs, plus tard, j'ai mis en scène l'opéra pendant une dizaine d'années, entre 74 et 84. Okay. J'ai mis en scène l'opéra de Lille, l'opéra de Nancy et dans d'autres maisons d'opéra. Donc, le théâtre est quelque chose que j'avais en moi. C'est certain. Mais j'ai été, par dérivation,
aussi intéressé par tout ce qui était relations humaines. Oui. Au fond, ce qui m'intéressait, c'était la relation. Et je crois qu'en vous parlant maintenant comme ça, je découvre peut-être maintenant que dans le théâtre, ce qui m'intéressait, c'était la relation humaine, y compris la relation humaine à un auteur dramatique qui avait écrit un personnage, la relation à mes copains sur le plateau, et puis la relation au public. Mais le théâtre a été pour moi le marchepied qui a fait que je suis devenu professeur d'art oratoire, parce que quand j'étais à l'ESSEC, j'étais encore dans le théâtre, mais tout d'un coup, il se trouve que le directeur de l'école, qui s'appelait Maître Olivier à l'époque, qui est décédé aujourd'hui, auquel je dois beaucoup, un ancien avocat, Maître Olivier m'a demandé, puisque j'étais comédien, de donner des cours sur la parole publique à des élèves à l'ESSEC. Et je dois à Maître Olivier d'être passé de l'art dramatique à l'art oratoire. Et depuis, je n'ai pas cessé, même si je suis retourné au théâtre comme metteur en scène d'opéra, je n'ai pas cessé d'enseigner la parole en public, y compris au début, alors que je ne savais pas ce que c'était qu'un orateur. Je savais un peu ce que c'était qu'un acteur, mais sûrement pas ce que c'était qu'un orateur. J'ai appris avec mes élèves, mais en m'appuyant sur mes frères, les comédiens. Oui, toujours. Ah oui, toujours. Et j'ai vu, en faisant mes recherches, que vous aviez aussi, à un moment donné, fait de la psychologie pendant longtemps. Et du coup, vous avez fait le choix de l'art oratoire. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été déterminant dans ce choix? Je vois que vous avez étudié votre dossier. Toujours. Félicitations. Parce que ça, c'est un des points importants. En art oratoire, l'important n'est pas d'avoir préparé le sujet, mais de le connaître. Oui. Voyez, en soi. Et c'est connaître son sujet, c'est quand même quelque chose qui est requis. Donc, il faut oublier cette notion de la préparation obligatoire. En revanche, il faut connaître le sujet. Oui, bon. Oui. Et c'est ce qui se passe en général. Quand on vous interroge, vous, sur un sujet et pas votre voisin, c'est qu'on sait que vous connaissez le sujet et pas l'autre. Ouais, donc en général, quand on nous demande d'improviser sur un sujet particulier, on nous prend à brûle-pourpoint dans une réunion. Quand on se tourne vers nous, c'est qu'on sait que nous connaissons le sujet. Donc en général, on le connaît. Donc on n'a pas d'excuse de ne pas arriver à parler en public sous prétexte qu'on n'a pas préparé. Je voulais simplement faire cette parenthèse. Maintenant, le retour sur la psycho, c'est simplement parce que lorsque j'étais à l'ESSEC, j'étais passionné par la relation, donc par les sciences humaines. Et en plus, je vais vous faire une confidence. Quand j'étais élève à l'ESSEC, j'ai été diplômé, mais ensuite, je ne voulais pas aller dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que j'avais fait encore beaucoup de théâtre, et puis parce que, je vais vous faire une confidence, ça m'embêtait d'avoir des chefs au-dessus de moi. Parce que je me disais, si jamais tu es engagé dans une entreprise, tu risques d'être engagé, tu diras oui, parce que tout d'un coup, on te propose un manager qui est un mec super sympa ou une fille super sympa. Mais je me suis dit, si jamais mon manager s'en va, qu'est-ce qu'on va me mettre à la place? Et j'anticipais déjà à ce niveau-là. Et je me disais, si jamais tu as un patron qui remplace le patron que tu aimes bien par un patron que tu n'aimes pas, tu vas en baver, mon vieux. Et donc, c'est ça qui faisait que j'avais pas envie d'entrer dans l'entreprise uniquement à cause de ça. Donc, j'ai demandé à être assistant des professeurs à l'ESSEC. D'accord. Et grâce à un camarade qui était déjà, lui, professeur et qui m'a donné quelques armes pour argumenter, pour être enseignant, grâce à ce camarade, qui est, comme par hasard, aujourd'hui un psychanalyste, qui s'appelle Guy Trobas. Et voyez l'influence de la psycho, je me suis inscrit en fac de psychologie et j'ai fait une maîtrise de psycho et de psychopathos. Ce qui m'intéressait aussi, c'est la pathologie. Et j'ai hésité aussi avec le fait de faire une carrière comme psychologue et psychanalyste. J'ai aussi travaillé en milieu psychiatrique pendant mon stage de maîtrise et j'étais passionné. Vous voyez, la psychologie, le théâtre, les sciences humaines en général, c'est tout un cocktail de choses qui me passionnaient. Et finalement, j'ai choisi l'art oratoire. J'ai laissé de côté la psycho, j'ai laissé de côté le théâtre, et j'ai choisi l'art oratoire, qui est un art auquel je connaissais peu de choses, et que j'ai co-construit avec mes élèves, du moins je l'espère, avec ceux qui m'ont rencontré au début, j'espère qu'ils en gardent un bon souvenir, enfin j'espère. Et de vos années de psycho, de psychanalyse, etc., qu'est-ce que vous avez appris qui sert aujourd'hui ce que vous faites en art oratoire? Est-ce qu'il y a des choses qui... L'écoute. Ok. L'écoute. C'est vraiment, pour moi, le regard qui est le début de tout.
Je dis par exemple, on peut enseigner la posture. Tout le monde parle de posture. Et on parle d'ancrage. Alors ça, c'est un truc aussi, il faut être ancré. Quand on dit ancré, simplement on oublie le ciel au-dessus de soi et l'humanité en face de soi. Moi, ça m'énerve, cette idée d'ancrage, c'est quelque chose. Si je regarde les gens, tout d'un coup, je m'inscris dans la nature, au sol, au ciel et dans l'humanité. Et je suis ancré sans le savoir. C'est vraiment... Bon, Tout part du regard. Mais vous voyez qu'au début de l'art oratoire, il y a d'abord le regard. Et je dis, on peut former les gens sur la posture et la voix. Si on ne leur enseigne pas le regard, on perd son temps. Et le regard est un instrument d'écoute. Un orateur, quand il arrive devant l'autre, il commence par l'écoute. Et c'est ça que j'ai retrouvé aussi en psychanalyse. C'est l'écoute. C'est fondamental. Et l'écoute, vous l'avez au théâtre. Louis Jouvet disait, il faut aimer le public. Aimer, ça veut dire passer son temps à sentir le public, donc à l'écouter. Et chaque soir, on joue différemment, parce que le public est différent tous les soirs. Vous voyez, donc cette notion de l'écoute, elle est commune au théâtre, à l'art oratoire et à la psychanalyse. Ouais. Et dans l'écoute, quand vous dites passer par le regard, c'est aussi qu'on prend en compte comment le public nous regarde, c'est ça? Et bien évidemment. Okay. On prend en compte le public dans l'état dans lequel il est. C'est-à-dire que je tombe quelquefois sur quelqu'un qui ne me regarde pas. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais mon cerveau le sait. Pourquoi? Parce que même quand je suis un orateur de 15 ans ou 16 ans ou 17 ans, nous préparons des gens à l'école qui vont passer des examens oraux. Ouais. Bon, j'ai déjà une expérience de la vie. Et quand je tombe en regard sur quelqu'un qui ne me regarde pas, eh bien, cette silhouette... passant au crible de l'expérience que j'ai de la vie depuis que je suis né, mon cerveau sait analyser pourquoi cette personne ne me regarde pas. Elle ne me le dit pas pourquoi, mais elle sait pourquoi. Et du coup, mon cerveau choisit le bon ton pour que cette personne soit intéressée. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que tout ce que je reçois de mon public passe au crible de mon expérience de vie. Et mon cerveau calcule avec ses 10 à 100 milliards de neurones. Ne mettons pas le doigt là-dedans. On va empêcher le cerveau de travailler. Mon cerveau calcule exactement ce que veut dire toute cette silhouette et toute cette autre qui me regarde pas, etc. Fait la synthèse de tout ça. Et mon cerveau, à chaque seconde, évalue l'état de tout ça et me trouve le mot adapté à tous. Pour intéresser tout le monde. C'est ça qui fait qu'on devrait former les enseignants. Jamais on a formé les enseignants à l'art oratoire. Oui, du coup c'est ce que je voulais dire pour l'éducation. Parce que, par exemple, on a tous été dans des cours où les profs n'avaient pas envie d'écouter, quoi. Et après, les profs disaient, mais cette classe, elle est pénible. Je me disais, peut-être que c'est pas la classe qui est pénible, peut-être que c'est vous qui n'êtes pas un bon orateur. Moi, je ne disais pas ça quand j'étais plus jeune. Hein. C'est maintenant, après coup, que je me dis ça. Nous, on avait une prof de musique, je me souviens, mais personne l'écoutait. Et du coup, avec le recul, effectivement, on se disait, on était des mauvais élèves parce qu'on n'écoutait pas. Mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi la responsabilité du prof de nous faire écouter? C'est la responsabilité, c'est ce qu'on appelle le contrat de la rampe. Oui. C'est la responsabilité de l'acteur. Quelquefois, le public est difficile, c'est sa responsabilité. Il porte à 100% la responsabilité de ce qui se passera à la fin de la pièce. Si le public sort, si le public n'écoute pas, et à l'école, le public est captif, il sort par la pensée de la classe, il n'écoute plus, eh bien, c'est la responsabilité professionnelle du professeur, bien évidemment. Mais je ne dis pas ça pour le culpabiliser. Non. Les professeurs ne sont pas formés à l'art oratoire, ni à l'éloquence. Et l'éducation nationale ne les forme pas. Tout orateur doit être un leader. Un professeur, dans une classe, doit être un leader pour sa classe. Et même le public difficile, même un gosse, comme on dit, de quartier difficile, puisqu'il est obligé d'entrer dans la classe, même ce gosse-là, qui rentre en traînant les pieds, qui n'a pas envie d'y aller, au moment où il s'assoit, qu'on le veuille ou non, il est curieux du professeur qui va rentrer pour la première heure. Parce que c'est un événement pour lui. Il attend un leader. Je veux dire, il attend un orateur. Même ce gosse de quartier difficile, il attend ça. Or, qu'est-ce qu'on fait à l'éducation nationale? On envoie dans les quartiers difficiles les jeunes diplômés de l'agrégation. Et les professeurs d'expérience, ils restent au lycée Henri IV, ils restent au lycée Saint-Louis. C'est insupportable. Et on envoie des gosses devant des publics difficiles. C'est insupportable.
Et la classe, à ce moment-là, est divisée. Et à ce moment-là, vous avez dans la classe ce qui se passe. Soit le professeur devient un bouc émissaire, soit du harcèlement scolaire. Pourquoi y a-t-il harcèlement? Parce que simplement, la classe, quand elle s'ennuie, pour que le groupe trouve sa cohésion, pour qu'ils ne se battent pas tous entre eux. René Girard a étudié tout ça, la violence et le sacré. René Girard a étudié ça, pour que le groupe trouve sa cohésion. Alors, pour ne pas qu'on se batte entre nous, puisqu'on n'a plus de projet commun, puisque l'enseignant ne le porte plus, à ce moment-là, on va se mettre à se battre entre nous, et puis on se choisit un bouc émissaire. Et à ce moment-là, on fait l'unité de tous contre un seul. Et si c'est notre façon de préserver notre unité, c'est comme ça. Je n'en veux pas aux professeurs. Je dis l'éducation nationale ne se réveille pas là-dessus. Mais M. Blanquer n'a pas été un bon orateur, et M. Papendiaï ne l'est pas non plus. Et M. Macron, s'il veut que la France ne se divise plus, il faut qu'il devienne un grand orateur. Moi, je me souviens du général de Gaulle. En mai 68, c'était vraiment le bordel en France. Et quand il rentre de Baden-Baden, il parle à la radio et il fait un discours. Le lendemain, les Champs-Élysées sont pleins. Et il gagne les législatives suivantes. Il a refait l'unité de la France. Il nous faut des leaders. Il nous faut des leaders à la tête des États, mais aussi à la tête des classes, à la tête d'une équipe d'entretien dans une usine. À la tête d'une usine, il nous faut des leaders, c'est-à-dire des orateurs. Des gens qui aiment le public et qui sachent s'adapter et emmener les publics. Mais la France ne nous forme pas à ça. Je n'en veux pas à M. Macron, je n'en veux pas aux professeurs. Je tiens à dire ça, je ne leur en veux pas. La culture française de l'oral a vraiment des lacunes incroyables. Il faut qu'on se réveille là-dessus. Il faut qu'on se réveille là-dessus. Vous faites ça depuis 50 ans. Je me suis emballé un peu, c'est vrai, hein, mais du coup, je fais ça depuis 50 ans. Ouais. C'est vrai que je suis un militant et je découvre maintenant que je suis un militant du retour de la nature avec un grand N dans les relations humaines. Il y a une notion dont je parle souvent dans ce podcast, c'est la notion de sweet spot. Donc le point où on sent bien à sa place, avec ce que vous faites dans votre quotidien, en quoi vous vous sentez à votre place? En quoi je me sens à ma place? C'est très difficile parce que je crois que je ne me pose pas la question. D'accord. Là, en vous répondant, je me sens à ma place parce que je ne me pose pas la question de savoir si je suis à ma place. Intéressant. J'ai pas d'angoisse là-dessus. Je ne me pose pas la question, je dirais que je suis dans l'action. Je ne parle que de ma vie publique, hein. Je dis souvent à mes amis que je me sens beaucoup plus à l'aise dans ma vie publique que dans ma vie privée. Du coup, c'est intéressant. Elle est plus complexe, ma vie privée. Oui, Elle est plus du complexe. coup, c'est exactement ce vers quoi je voulais tendre, parce que dans ce podcast, moi, j'essaye de faire tomber les armures. Donc, j'essaye de diviser la personne du personnage. La première partie, on était dans le personnage, ça, je l'ai bien vu. Et moi, j'aime bien aller en profondeur, quoi, comprendre la personne plus que le personnage. Donc, si vous me permettez, je vais vous poser des questions que je pose souvent à tous mes invités dans le Tamil Gatemeri, qui sont des questions plus personnelles. Et libre à vous, hein, vraiment, de répondre ou pas. Mais moi, j'aime bien entrevoir la personne plus que le personnage dans les podcasts. Et ma première question, c'est quelle est votre plus grande peur dans la vie? Bégayer. Bégayer? Bégayer en public. C'est vrai? C'est la plus grande peur? Ah, intéressant. Pourquoi? Mais je vous réponds sur la vie publique. Hein. Oui. Je ne vous réponds pas sur la vie privée, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que je suis en vie publique avec vous et ma plus grande peur, c'est de bégayer. Ok. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Mais c'est vrai aussi en vie privée. Hein. Ok. C'est vrai aussi en vie privée. Ma plus grande peur, c'est de ne pas arriver à exprimer ce que j'ai à exprimer quand j'ai envie de l'exprimer. Quelle est la leçon de vie qui vous a pris le plus de temps à apprendre? La leçon de vie qui vous a pris le plus de temps à apprendre? Être avec les autres dans ma vie publique. J'ai l'impression de me répéter. Oui, mais du coup, c'est parce que vous sortez pas du public. C'est que moi, je veux du perso. Mais je ne vous parlerai pas de ma vie privée, de mes rapports amoureux, de mes rapports avec mes enfants. Je sais pas, c'est comme vous voulez. Moi, c'est votre choix. Je trouve que l'histoire personnelle intervient dans la manière dont je m'exprime en public. Dans la façon dont je m'exprime en public, tous les styles sont intéressants. Oui. Bon. Et en fait, la façon dont je m'exprime en public exprime mon histoire personnelle.
Et mon D'accord. histoire personnelle, ce sont mes succès dans la vie, ce sont mes échecs, ce sont mes amours, ce sont mes problèmes personnels, ce sont mes accidents dans la vie. J'ai eu dans ma vie un grave accident dont je ne vous parlerai pas, avec un deuil, mais je ne sais pas de quelle façon. De toute façon, cet accident intervient dans la manière dont je m'exprime au niveau de ma vie publique. C'est bien ça, la présence de l'histoire personnelle, parce que le personnage que je donne dans ma vie publique, au bas de ce personnage, il y a une signature. Bien sûr. C'est le style dans lequel je l'ai donné. Et ce style, il m'est personnel. Hmm. Vous m'avez interrogé sur le style. Mon histoire personnelle, ma chère Enger, elle est dans le style que j'ai pour vous parler. Et je préciserai que tous les styles sont intéressants. Pourquoi ? Parce que toutes les histoires personnelles sont intéressantes. Bien sûr. Ouais. Toutes les histoires personnelles ont un intérêt. Et celui qui parle bien, eh bien, toute son histoire personnelle, elle est livrée complètement dans le style qu'il a pour parler en public quand il soutient son personnage et sa conviction. Intéressant. Non, mais intéressant. Ça me... Je vous ai parlé d'un accident que j'ai eu très Ouais. grave dans ma vie, Ouais. qui a fait que j'ai justement arrêté la mise en scène d'opéra pour me recentrer sur le cœur de mon métier qui est l'art oratoire. C'est un grave accident avec la mort de quelqu'un qui a fait que je me suis recentré sur mon métier, sur l'art oratoire. Qu'est-ce que serait une vie réussie pour vous? Qu'est-ce que serait ? Une vie réussie. Pardonnez-moi, mais c'est la vie que j'ai jusqu'à présent. Mais je parle de la vie publique. La vie réussie dans la vie privée, pour aller sur ce terrain, c'est une vie dans laquelle on ne regrette rien de ce qui s'est passé dans sa vie privée, en se disant que tout ce qui s'est passé, dans quoi on peut se faire des reproches, on en tire des leçons pour la vie future. C'est ça pour moi qui est une vie réussie. Si vous m'interrogez sur la vie privée, c'est une vie qui à chaque fois nous a appris et qui nous a permis dans la fin de notre vie privée d'aller vers le bonheur. C'est d'apprendre de ce qu'on vient de vivre. Même si on ne s'est pas trouvé très bon dans sa vie privée, c'est d'y apprendre quelque chose pour tendre vers le bonheur. Et si j'arrive vers le bonheur, j'arrive aussi vers celui de mon entourage, évidemment. Mais c'est de tirer des leçons, et ne pas culpabiliser. Surtout ne pas culpabiliser, jamais. Jamais. Merci. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Quelque chose que vous aimeriez partager? Une question que je ne vous ai pas posée. Du coup, je n'ai pas pu trop aller vers la sphère personnelle, mais je respecte totalement votre choix. Et vous avez tant donné, en réalité, pendant cette riche interview. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ce que j'aimerais ajouter, c'est merci. Merci parce que je vous garantis, c'est pas de la forfanterie, c'est pas de la flagornerie, dirait-on. J'ai encore appris sur moi en vous répondant. J'en suis ravie. Et de ça, je vous remercie. Je vous remercie. J'en suis ravie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.